Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo de la séquence. Après avoir parlé la dernière fois du père Philippe II de Macédoine, on va parler cette fois-ci du fils Alexandre le Grand. Alors, on s'était arrêté en 336 avec l'assassinat de Philippe, assassinat qui était assez compliqué à analyser. On sait qu'il a assassiné, hein, il s'appelait Pausanias, c'était un soldat, mais on ne sait pas vraiment pour quelle raison. Je vous avais dit que, vu qu'il avait été à son tour tué, on n'avait pas pu l'interroger, on n'avait pas pu savoir qui étaient les commanditaires de cet assassinat. Reste que la principale suspecte s'appelait Olympia, c'était l'une des épouses de Philippe et c'est la mère d'Alexandre. Et donc elle aurait assassiné Philippe de peur que celui-ci, ayant une nouvelle épouse et attendant un nouveau garçon de cette épouse-là, ne choisisse de déshériter Alexandre au profit de son nouveau-né. Bon, c'est une possibilité, ça n'est absolument pas une certitude. Le problème qu'on a avec Alexandre, c'est que la quasi-totalité des sources qui sont bien documentées, sont des sources très très tardives, c'est-à-dire des sources qui datent de l'époque où la Grèce et la Macédoine sont déjà sous l'influence romaine. Ils s'appuient, ces auteurs-là, sur des sources sans doute d'époque, ou en tout cas des sources plus récentes vis-à-vis d'Alexandre, mais reste que souvent la rumeur publique et l'histoire a un petit peu déformé les faits. Donc c'est assez difficile d'y voir véritablement clair sur les circonstances de cet assassinat de Philippe II de Macédoine. Bref, mois 336, Alexandre prend le pouvoir. J'ouvre ici une petite parenthèse pour vous dire que là, la vidéo elle risque d'être un petit peu longue puisqu'il y a beaucoup de choses à dire sur Alexandre, hein, même s'il n'a régné que 13 ans, il a fait tellement que la vidéo risque de prendre un petit peu de temps. Pour ceux que le format vidéo intéresse, je vais faire la pub d'un film, une fois n'est pas coutume, un film qui s'appelle tout simplement Alexandre, d'un réalisateur qui s'appelle Oliver Stone, un film qui est sorti en 2004, début 2005 en France. C'est un film qui est pas excellent, hein, il y a pas mal de défauts, reste que Oliver Stone à ce moment-là était encore un très très bon réalisateur, et à l'exception des batailles qui sont vraiment très très brouillonnes, ça reste un film très fidèle à ce qui nous est raconté par les auteurs antiques. Donc voilà, si vous voulez prendre un petit peu de temps pour aller regarder ça, je vous le conseille. Quand je dis un petit peu de temps, les différentes versions peuvent monter jusqu'à plus de 3 heures. Donc privilégiez plutôt la version la plus fréquente, la plus facilement trouvable, qui doit durer 2h30, je pense. Voilà. Donc, Alexandre était destiné dès son plus jeune âge à être au pouvoir. Il se sentait destiné en partie parce que sa mère, en l'élevant, lui avait fait croire, l'avait peut-être même persuadé qu'il n'était pas le fils de Philippe, mais le fils de Zeus lui-même. On peut imaginer ce que ça fait pour la psychologie d'un enfant, de se croire le fils du plus puissant de tous les dieux. Elle va également le pousser à avoir un culte envers le héros Achille. Elle voudrait qu'il devienne un nouvel Achille, ce qui est un petit peu paradoxal de la part d'une mère, puisque je vous rappelle qu'Achille, excepté ses hauts faits militaires, est surtout connu pour avoir préféré une mort jeune, mais une mort pleine de panache, à une vie morne, même si très longue. Ce serait presque de la part d'Olympias pousser son fils à s'illustrer au prix de sa propre vie. Et ça, c'est quand même un petit peu particulier si on se place dans la position de la mère. Bref, d'autres anecdotes sur la jeunesse d'Alexandre. Philippe lui-même, dans la mesure où c'était son premier héritier mâle, pensait en faire, dès son plus jeune âge, son héritier. Et la meilleure preuve à ça, c'est le fait qu'il avait confié son éducation à un grand homme, à un grand philosophe qui s'appelle Aristote. On en reparlera peut-être d'ici la fin de l'année, mais dans la hiérarchie des grands philosophes grecs, il y a 3 figures qui se détachent, 3 figures successives. D'abord Socrate, dont on avait déjà dit quelques mots, Platon et enfin Aristote. Aristote va donc être le précepteur d'Alexandre et ce sera lui qui va former l'esprit du futur roi. Dernière anecdote sur sa jeunesse, on dit que alors qu'il était âgé d'une dizaine d'années, son père qui était venu pour repérer des chevaux qu'il souhaitait intégrer à son armée, ou même posséder lui-même, aurait été un petit peu effrayé par un comportement très étrange d'un cheval qui s'appelait Bucéphale, un cheval qui, excepté ce comportement, n'avait vraiment rien de particulier. Alexandre va demander à son père de lui offrir ce cheval à condition qu'il soit capable de le dompter, et Alexandre va réussir puisqu'il avait compris une chose, c'est que ce Bucéphale, tête de bœuf, au passage, Bous le bœuf et puis Képhalé la tête, Bucéphale avait en fait tout simplement peur de son ombre.
et en le tournant d'un autre côté, il ne voyait plus son ombre, et donc il n'avait plus peur, et il se laissait dompter et monter sans aucun problème par le jeune Alexandre, qui va garder ce Bucéphale quasiment jusqu'à sa mort, en tout cas durant quasiment toutes ses conquêtes, toute son avancée vers l'Est. Bref, Alexandre prend le pouvoir en -336. On avait dit que l'accession au pouvoir sur toute la Grèce de Philippe avait été relativement contestée par les cités qui, souvent, ne voulaient pas d'un dominateur qui n'était pas un véritable grec, mais qui était un macédonien. Lorsque Philippe meurt, la réputation d'Alexandre, qui est celle d'un garçon encore jeune et naïf, fait croire à un certain nombre de personnes dans ces cités qu'ils vont réussir à se soulever et à récupérer leur indépendance. Donc le premier défi pour Alexandre va être d'écraser ces différentes révoltes. Il va y avoir une première révolte en Thrace, dans le nord de la Grèce, puis deux grandes cités qui ont autrefois possédé l'hégémonie vont à leur tour se rebeller. Il s'agit de Thèbes et d'Athènes. La première des cités que va attaquer Alexandre après son retour victorieux de Thrace, ce sera la cité de Thèbes. Et il ne va pas faire de cadeau aux Thébains. Il va l'emporter dans cette guerre. Il va réduire les Thébains en esclavage et raser purement et simplement la ville, à l'exception de la maison du poète Pindare. Voilà, c'était l'une des grandes cités, c'était la dernière de toutes les cités grecques à avoir possédé l'hégémonie. Le fait que cette cité soit rasée, ça montre la détermination d'Alexandre à asseoir son pouvoir de manière définitive sur la Grèce, et donc le pouvoir de la Macédoine. Quant à Athènes, il va laisser tranquille cette cité, sans doute sous l'influence d'Aristote, il avait une plus haute considération pour les Athéniens que pour les Thébains, et donc il va leur accorder une amnistie, et Athènes va pouvoir continuer en l'état, c'est-à-dire toujours sous la domination macédonienne tout de même. Une fois qu'il a assuré sa domination sur la Grèce, il va porter son ambition à l'Est. Alors on ne sait pas ce qui le pousse à ça. Peut-être les récits de sa mère autrefois, peut-être le fait que ça avait été une ambition de son père avant sa mort, on n'en sait rien. Toujours est-il que dès -334, donc 2 ans après son arrivée au pouvoir, Alexandre se lance vers l'Est, vers une conquête. Bien entendu, le grand peuple qui est à l'Est, c'est le peuple perse. À ce moment-là, il est sous la direction d'un nouveau grand roi qui est cette fois-ci Darius III. On avait déjà évoqué Darius Ier pour les guerres médiques, Darius II dans la vidéo précédente, et là on en est au numéro 3 de la liste. Donc ce Darius III va essayer de s'opposer à Alexandre. C'est toujours la même histoire en fait avec les Perses. À partir du moment où ils considèrent qu'ils ont des effectifs beaucoup plus grands, ils se considèrent comme plus forts et donc ne se méfient pas. Et les batailles qu'ils vont pouvoir livrer contre leurs ennemis, eh bien, ils vont les livrer sans véritablement prendre de précautions, sans véritable stratégie, et ça va les conduire, à chaque fois en fait qu'ils vont s'opposer à des Grecs ou des Macédoniens, ça va les conduire à la défaite. Donc là, la première véritable bataille, elle va se dérouler en -333, ce sera la bataille d'Issos. Et Alexandre va profiter du bon combat qui est en train de livrer sa cavalerie sur une aile. Même si elle est en infériorité numérique face à la cavalerie perse, elle va réussir à tenir le choc. Quant à Alexandre, il va attaquer directement tout droit là où se trouve Darius. Darius ne va pas avoir d'autre choix que de battre en retraite. Voyant ça, ses troupes vont s'incliner devant l'avancée d'Alexandre. Bref, victoire d'Alexandre à Issos malgré une infériorité numérique. Et à ce moment-là, Alexandre va pouvoir aller un peu plus à l'est, mais surtout au sud, parce que le territoire qui l'intéresse le plus à ce moment-là, c'est l'Égypte. Autre chose à dire sur l'armée d'Alexandre, une autre des raisons pour lesquelles il va s'imposer, c'est que, contrairement à l'armée perse qui est tout entière sous les ordres de Darius et sans Darius, elle ne sait plus véritablement quoi faire, Alexandre, lui, a eu la précaution, l'intelligence de s'entourer d'hommes en qui il a totalement confiance. Ça va être des généraux ou alors des hommes qu'il va placer au pouvoir sur les territoires qu'il va laisser derrière lui. Par exemple, il a quitté la Macédoine, il va laisser un ancien général de son père qui s'appelle Antipater sur le trône de Macédoine en tant que régent. Bon, une régence qui va mal tourner sur la fin, on en reparlera, d'autant plus mal tourné qu'il y a aussi l'influence de sa mère à la cour qui continue de se faire sentir. Mais dans l'armée d'Alexandre, autour de lui, il y a des généraux qui sont des amis d'enfance, des jeunes généraux qui ont, pour certains, le même âge que lui, qui ont été élevés avec lui et qui ont eu l'enseignement également d'Aristote. Donc on a par exemple Cassandre, le fils d'Antipater, on va avoir Héphaestion qui est le plus proche d'Alexandre. Alors on aura l'occasion de revenir sur tout ce qui est sous-entendu par cette expression de plus proche.
Il y aura Ptolémée, il y aura Parménion, bref, il y aura énormément de jeunes gens de talent et d'excellents généraux qui vont pouvoir aider et appuyer Alexandre lors de ses conquêtes et lors des batailles qui vont se succéder. Bref, j'avais parlé aussi de l'influence d'Achille sur le destin d'Alexandre. Avant même d'affronter les Perses, la première précaution que prend Alexandre en posant le pied sur le continent asiatique, c'est de se rendre sur les ruines de Troie et de faire un sacrifice en l'honneur d'Achille, pendant que Héphaïstion, lui, va faire un sacrifice en l'honneur de Patrocle. La relation entre Patrocle et Achille étant finalement la même que celle qu'il y aura entre Héphaïstion et Alexandre, à savoir qu'il y a un grand héros et puis un autre homme plus jeune qui est très proche de lui. Même si Héphaïstion n'est pas le cousin d'Alexandre comme Patrocle l'était pour Achille, il y a aussi une relation d'amour entre les deux, une relation homosexuelle, qui fait qu'on peut vraiment faire un parallèle entre les héros et les personnages historiques. Donc, victoire à Issos, la voie vers l'Égypte est dégagée. L'Égypte, de toute façon, à ce moment-là, n'attendait qu'une chose, c'est un libérateur qui vienne retirer le joug perse qui pesait sur eux depuis des décennies. Donc les Égyptiens accueillent à bras ouverts Alexandre et le nomment Pharaon. C'était une appellation qui, depuis leur perte d'indépendance, avait été totalement oubliée. C'est une appellation aussi qui appartient à une très très haute antiquité, au cours de laquelle les Égyptiens dominaient le monde méditerranéen, dominaient le monde connu de l'époque. Donc là aussi, c'est un très grand honneur que vont faire les Égyptiens à Alexandre. Mais Alexandre n'est pas là pour simplement jouir du privilège d'être un pharaon. C'est aussi un bâtisseur. Il va faire bâtir, il ne va pas les construire de ses mains évidemment, il va faire bâtir une grande cité en Égypte, à laquelle il va donner son nom, qui s'appellera Alexandrie. Alors c'est pas du tout la seule Alexandrie. Au cours de son périple, il va en faire construire une vingtaine sur le chemin qui va le mener jusqu'à l'Indus. Donc là, ce sera quand même la plus importante. C'était peut-être la cité dans laquelle il comptait revenir sur la fin de sa vie. Ce sera la cité dans laquelle il reviendra, mais après sa mort, c'est là que sera érigée sa tombe. On y reviendra en temps voulu. Voilà, donc il est couronné pharaon. On est en moins 331. Il sait qu'il n'en a pas fini avec les Perses. Comme je l'ai dit, on ne sait pas ce qui pousse Alexandre à aller vers l'Est, on ne sait pas ce qui le pousse à toujours vouloir conquérir de nouveaux territoires. Là, à ce moment-là, en moins 331, il y a encore peut-être le danger des Perses qui n'ont pas renoncé finalement à récupérer l'Égypte et à étendre leur influence sur le continent européen et donc à conquérir la Grèce et la Macédoine. Donc Alexandre va repartir d'Égypte, direction l'Est, il va faire route direction Babylone, l'une des deux grandes cités perses, et il va y avoir la deuxième grande bataille qui va l'opposer aux troupes du roi Darius, qui a eu à ce moment-là le temps de reformer une véritable armée, et donc on va en arriver à la marche sur Babylone et la bataille de Gaugamel. Nouvelle bataille et nouvelle victoire d'Alexandre. Alors cette victoire, elle est illustrée par l'une des représentations les plus célèbres qu'on ait d'Alexandre, qui est une mosaïque que l'on peut trouver au musée archéologique de Naples, où l'on voit d'un côté Alexandre sur son cheval bucéphale, qui se prépare à lancer l'assaut, et de l'autre côté de cette grande mosaïque qui fait plusieurs mètres de largeur, on voit Darius qui lui aussi est sur son char et qui attend le choc. Bon, le choc, dans la réalité, il va véritablement avoir lieu, puisque la tactique qui avait bien marché lors de la bataille d'Issos va être reproduite par Alexandre lors de la bataille de Gaugamel. Il va attaquer directement là où se trouve Darius. Darius va de nouveau perdre pied et va de nouveau s'enfuir. Sauf que là, cette fois-ci, vu qu'ils sont beaucoup plus proches de Babylone, il ne va pas pouvoir se réfugier dans cette grande cité, ni même dans sa capitale qui est Persépolis. Il va simplement fuir là où ses pas vont pouvoir le conduire. Et Alexandre va le poursuivre pendant un certain temps. On y revient juste après. En attendant, Babylone est prise. Alexandre va y séjourner un petit moment, puis va faire route sur Persépolis, la capitale. Alors autant il n'avait pas touché à Babylone parce que c'est une cité véritablement historique, et donc il ne veut pas détruire notamment la tombe
du fondateur de l'Empire perse qui s'appelait Cyrus le Grand. Il va laisser intacte Babylone comme il l'avait fait pour Athènes. En revanche, Persépolis va subir, pas exactement le même sort que Thèbes, mais va subir un sac, va être incendié. Et donc l'influence de Persépolis va baisser à partir de ce moment-là, et la véritable capitale de ce territoire va revenir à Babylone. Il va donc continuer vers l'est, toujours en chasse de Darius, mais Darius va être retrouvé mort, assassiné par un de ses satrapes. Les satrapes, c'est des seigneurs à qui le grand roi confie un territoire, le met sous son autorité pour qu'il le gouverne à sa place, de manière à avoir un petit peu un vassal sur différents territoires. Donc, Darius étant mort, à ce moment-là, Alexandre va pouvoir se reposer un petit peu à Ecbatane, en Bactriane, donc sur un autre territoire encore un petit peu plus à l'est. Et à ce moment-là, va se passer quelque chose qui va être déterminant pour la suite du périple d'Alexandre. Il va y avoir une sorte d'orientalisation d'Alexandre qui va se comporter, se vêtir à l'égal du grand roi des Perses. Il va s'habiller comme le grand roi, il va s'installer sur un trône et il va exiger de ses troupes quelque chose d'assez étrange pour elles, ce qu'on appelle la proskinésis en grec, à savoir qu'ils vont devoir s'incliner quand ils vont paraître devant lui. C'est une rupture totale avec ce qu'il leur avait demandé jusqu'à maintenant, hein. Il les considérait comme des égaux, et là, ils souhaitent vraiment qu'ils montrent eux-mêmes leur infériorité vis-à-vis d'Alexandre. Ça va être très mal vécu par les Macédoniens qui, à ce moment-là, vont commencer à râler pas mal dans son armée. Et c'est le terreau, finalement, qui va amener aux révoltes qu'on connaîtra par la suite. Autre chose qui va leur faire grincer des dents, il va prendre une épouse, et plutôt que de choisir une épouse macédonienne pour avoir un héritier de sang macédonien, qui serait jugé légitime dans leur pays d'origine, eh bien, il va épouser une barbare, qui s'appelle Roxane, qui est une princesse de sang royal, mais d'une tribu qui était inféodée aux Perses. Et ça aussi, ça va être un problème pour les compagnons d'Alexandre. Bref, tout ça va éclater dans différents complots, il va y en avoir au moins 3 à cette période-là, qui vont tous être déjoués. Alexandre va la plupart du temps réussir à mettre la main sur ceux qui avaient fomenté cette révolte, et il va les faire périr. Parmi eux, il y a l'un des généraux de son père qui s'appelait Parménion. Il va le faire exécuter parce que celui qui avait mené le premier complot contre lui était son fils Philotas. Donc il fait exécuter Philotas. Parménion était resté en arrière pour gouverner une des grandes cités laissées derrière lui. Il va envoyer des assassins pour faire la peau à Parménion. Et puis il y a un autre de ses compagnons qui s'appelait Cleitos, qui avait servi sous Philippe, qui avait sauvé la vie d'Alexandre dans une bataille précédente, qui, lors d'une beuverie, parce que Alexandre aussi, après chaque victoire, va se lancer dans des grandes fêtes, des orgies dans lesquelles il y a du vin qui coule à flot, et au cours d'une de ces soirées d'ivresse, Cleitos va faire un discours dans lequel il va rendre hommage à Philippe et diminuer les mérites d'Alexandre. Et il va rappeler notamment ce que je viens de vous dire, à savoir qu'Alexandre commence à se comporter n'importe comment, comme un Perse et non plus comme un Macédonien. Alexandre, qui lui aussi est complètement ivre, va très mal le prendre et va tuer Cleitos dans un accès de colère. Bon, d'une certaine manière, ça va faire peur et donc inspirer le respect, si on peut parler de respect quand ça se fait par la peur, à ses troupes, mais aussi il va y avoir une certaine défiance des tout premiers, donc des Macédoniens, vis-à-vis d'Alexandre. Pour compenser ça, Alexandre a l'intelligence de faire intégrer dans son armée des troupes perses qu'il recrute au fur et à mesure. Il était parti de Macédoine avec simplement 40 000 hommes. C'est assez peu, et au fil des batailles, il y a des morts, au fil de tous les déplacements, il y en a. Donc pour reconstituer une armée qui sera capable de vaincre et d'intégrer tous les peuples qu'ils vont rencontrer à la suite de leur périple, eh bien il faut reconstituer petit à petit cette armée. C'est ce qu'il va faire en prenant des Perses qui là pour le coup lui vouent un respect total, le même qu'il vouait autrefois à leur ancien grand roi, qui est maintenant Alexandre. Il a repris ce titre-là de grand roi des Perses. Bref, il continue donc à l'est, peut-être pour explorer, parce que après tout, il suit peut-être les enseignements d'Aristote qui lui disait que celui qui était le maître de l'Asie était le maître du monde. Donc il souhaite
découvrir ces nouveaux territoires sur lesquels on raconte des tas d'histoires merveilleuses. Il veut conquérir tout simplement, devenir le maître du monde. Et puis aussi, il y a peut-être cette croyance que en arrivant au bout de la Terre connue, il arriverait à ce qu'on appelait autrefois l'océan extérieur, hein, puisqu'on se représentait la Terre sous la forme d'un disque. Et donc, les terres auraient été entourées d'un océan extérieur. Et donc, en pensant à ça, il se disait qu'il arriverait au bout, et donc il pourrait reprendre cet océan extérieur pour revenir en remontant le Nil, puisqu'on ne savait pas du tout où était la source du Nil, et on pensait peut-être que ça allait permettre de revenir du côté de l'Europe. Bref, il continue toujours vers l'est. Il va franchir les montagnes de l'Hindu Kush, c'est l'équivalent, on va dire, de l'Afghanistan actuel, c'est les contreforts de l'Himalaya. Il ne va pas aller dans l'Himalaya, mais il va quand même franchir quelques sommets. Il va, par exemple, aller du côté de Kaboul actuellement, enfin de ce qu'est Kaboul actuellement, la capitale de l'Afghanistan. Et du coup, il va continuer jusqu'à affronter des troupes qui sont des troupes, on va dire indiennes, même si à l'époque il n'y a pas de pays qui correspond à l'Inde, en tout cas des troupes qui habitent de part et d'autre du fleuve Indus, qui est maintenant la frontière naturelle qui marque l'entrée de l'Inde du côté occidental. Il va franchir donc cette rivière, ce fleuve. Il va mener une grande bataille en moins 326, la victoire de l'Hydaspe. Victoire qui va lui coûter quand même très cher, puisqu'il va y avoir beaucoup de morts dans ses troupes, sachant que les troupes avaient déjà souffert, puisque le climat entre les montagnes de l'Hindu Kush et puis le climat presque tropical qu'il va trouver le long de l'Indus va faire beaucoup de dégâts dans son armée. Du côté ennemi, il y a 300 éléphants qui sont des adversaires que les troupes n'ont pas l'habitude d'affronter. Et puis surtout, il va perdre Bucéphale qui va mourir. Alors on ne sait pas si c'est avant ou après cette bataille, mais dans ces temps-là. Donc c'est un problème pour Alexandre. Le gros problème en l'occurrence, c'est que ses troupes n'en peuvent plus, notamment ses premières troupes, les Macédoniens. Et donc les Macédoniens vont mener une révolte dans l'armée, vont refuser de suivre et vont tellement insister en disant nous ne continuerons pas sur ce chemin, qu'Alexandre va accepter de rebrousser chemin et de rentrer d'abord du côté de l'Empire perse, puis la promesse c'est de laisser ces troupes-là repartir par la suite en Macédoine. Bon, à noter quand même que même s'il décide de faire demi-tour, Alexandre n'a jamais perdu. Il n'a pas subi de défaite militaire. Il restera jusqu'au bout invaincu lors de ses combats. Et là, on est en moins 326. Ça veut dire qu'il n'est au pouvoir que depuis 10 ans. Et en 10 ans, il n'a connu que la victoire et il a conquis quasiment le monde entier connu tel qu'il était à l'époque. C'est quelque chose de formidable, de faramineux, et c'est pour ça que par la suite, les autres grands conquérants de l'histoire n'auront de cesse de se référer à Alexandre en voulant lui ressembler le plus possible. On pense à Napoléon et on pense surtout à Jules César qui, âgé d'une vingtaine d'années, un jour se recueillant à Alexandrie sur la tombe d'Alexandre, aurait fondu en larmes en disant « Lui, à mon âge, avait déjà conquis le monde, alors que moi, je n'ai encore rien fait. » Bon, Jules attend encore un petit peu, c'est pour bientôt. Bref, le retour va être très difficile. Il va séparer son armée en 3 parties. Il va en envoyer une par la mer, sauf qu'on ne connaît absolument pas les côtes. Du coup, ça va être très compliqué pour ces troupes-là. Il va en envoyer une suivant presque le chemin qu'ils avaient pris pour venir, donc plutôt par le nord. Et ces troupes-là vont plutôt bien s'en sortir, et puis lui va repartir par le sud, sauf que c'est une très mauvaise idée, puisque en faisant ça, il va passer par un désert, le désert de Gédrosie, et sur les 60 000 hommes qu'il a encore dans sa partie d'armée à ce moment-là, les 3/4 vont mourir. 45 000 hommes, femmes et enfants, puisqu'il partait avec beaucoup de troupes à ce moment-là, et bien 45 000 personnes vont mourir. Il ne va arriver finalement à destination, donc dans une des autres grandes villes de l'Empire perse qui s'appelle Suse. Il ne va arriver à destination qu'avec 15 000 hommes. Une fois arrivé à Suse, il va mettre en place une chose qui nous montre aussi un des grands soucis qu'il aura, qui est le souci de l'intégration des peuples conquis.
Il ne souhaite pas simplement régner par la peur et par les armes. Il veut aussi pleinement intégrer ces peuples. Et donc, à Suse, il va organiser de grandes noces, de grands mariages entre ses troupes, ses Macédoniens, et des représentantes des pays, des territoires et des peuples conquis. Lui-même va prendre à nouveau 2 épouses qui étaient les filles des anciens rois perses, une fille notamment de Darius III. Oui, encore une fois, il est polygame, hein, comme l'avait été son père. Bon, Roxane restera la favorite et Roxane restera la seule avec qui il aura un enfant. On en parle juste après. Et puis aussi, ses troupes vont pouvoir épouser des Perses. Bon, ça ne va pas véritablement calmer les troupes. Il va donner leur congé à beaucoup de Macédoniens qui vont s'empresser de rentrer au pays parce qu'ils en ont assez et qu'ils n'aspirent plus qu'à ça. Nouveau drame quand même pour Alexandre à ce moment-là, hein, une fois revenu en Perse, la mort de son cher Héphaïstion qui va beaucoup le toucher. Il va quand même réussir à mettre en place un règne, alors un règne vraiment très particulier, hein, au-delà même de l'orientalisation dont je parlais juste avant, là ça va être un vrai règne en tant que roi divin. Il est adoré à l'égal d'un dieu, il se fait reconnaître comme étant le fils d'une divinité qu'il appelle Amon-Ra, Amon, dieu égyptien, pardon, pas Amon-Ra, Amon-Zeus, donc Amon qui est la divinité égyptienne et Zeus la divinité grecque, des grandes divinités dans leur panthéon respectif, et donc lui étant le fils de ces 2 grands dieux, finalement est pleinement un dieu lui aussi, donc il veut régner dans l'esprit de ses sujets comme étant un véritable dieu. Ça va plutôt bien fonctionner. Qui sait ce qui serait advenu de son talent en tant que gouverneur de ce territoire immense qu'il avait conquis à ce moment-là, puisqu'il va connaître à ce moment-là une mort foudroyante. Il a à peine 36 ans, on est en moins 323. En quelques semaines, il faiblit, puis il meurt. Et il meurt sans avoir désigné de successeur, ce qui sera un gros problème. Alors, pour expliquer un peu sa mort, on a différentes théories, mais rien de vérifié, parce que rien de vérifiable. Il y a, au vu de la brusquerie de sa mort, la possibilité d'un empoisonnement. C'est pas à exclure, comme je vous l'ai dit, hein, il avait pris beaucoup de décisions qui avaient mécontenté une partie de ses proches. Et puis il y avait déjà eu des complots contre lui, donc rien n'exclut la possibilité que l'un de ces complots ait finalement réussi. L'autre possibilité étant une maladie. Or, dans les descriptions qui nous sont faites par les auteurs, notamment un auteur qui s'appelle Quinte Curse, un auteur d'expression latine, il y a 2-3 petits éléments qui sont racontés sur les circonstances de sa mort qui feraient pencher la balance plutôt vers l'hypothèse de la maladie. Notamment le fait que quelques jours avant sa mort, on raconte que des oiseaux seraient tombés du ciel morts en plein vol. Bon, bien entendu, quand on raconte ça à l'époque, c'est pour dire que c'est un mauvais présage et les dieux annoncent un drame à venir. Simplement, ça, on peut le rapprocher d'une maladie maintenant connue, qui est la fièvre du Nil oriental. Et cette maladie-là s'attaque d'abord aux oiseaux avant de s'attaquer aux êtres humains. Et du coup, c'est peut-être un indice nous dévoilant la maladie qui aurait eu finalement la peau d'Alexandre en moins 323. Toujours est-il qu'il meurt. Il ne désigne pas de successeur, en partie parce qu'il n'a pas d'héritier. En tout cas, il ne sait pas qu'il a un héritier. C'est-à-dire que lorsqu'il meurt, son épouse Roxane est enceinte, il ne le sait pas. Et même s'il l'avait su, dans la mesure où on ne sait pas encore si c'est un garçon ou une fille, on ne peut pas prévoir une succession là-dessus. Ce sera un garçon, mais même si on l'appellera Alexandre IV, il ne régnera jamais vraiment. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ces anciens généraux vont se répartir le territoire conquis, et chacun va décider, tiens, moi je vais choisir ça, moi je vais choisir telle partie. Vous vous doutez bien d'une chose, c'est que c'est quelque chose d'intenable. Certains vont être déçus de ce qui va leur revenir, certains vont être complètement exclus et ne vont rien avoir, donc problème. Il y avait en plus un homme qui depuis quelque temps était devenu le favori d'Alexandre et donc
peut-être le successeur qu'il aurait voulu désigner, qui s'appelle Perdiccas, mais puisque Perdiccas avait une grande influence à ce moment-là et se revendique lui-même comme le véritable successeur d'Alexandre, eh bien tous les autres vont s'associer contre lui et Perdiccas va finir par être assassiné. Quelques généraux, les généraux on les appelle tous les diadoques. On va parler donc de guerre des diadoques. Quelques-uns de ces diadoques vont quand même mieux s'en sortir que les autres. On peut citer Séleucos qui va régner sur l'empire séleucide, qui est une grande partie de l'ancien empire perse, donc c'est celui qui aura le plus grand territoire. On peut parler de Cassandre qui, donc, en tant que fils d'Antipater, va revenir en Macédoine et va régner sur la Macédoine, qui va en plus se débarrasser des gêneurs et surtout des gêneuses, puisqu'il va finir par faire assassiner Olympias, la mère d'Alexandre, qui avait survécu à son fils, mais aussi faire assassiner Roxane et Alexandre IV, le seul héritier mâle d'Alexandre. Et on peut citer, peut-être surtout, parce que du point de vue de la postérité, c'est celui qui va lancer la dynastie qui régnera le plus longtemps sur son territoire, c'est Ptolémée qui lui va garder le territoire de l'Égypte. Il va prendre le titre de pharaon et ses successeurs resteront les pharaons d'Égypte jusqu'à ce que Rome récupère ce territoire-là. Ce qui signifie une chose, c'est que la dernière des reines d'Égypte, la fameuse Cléopâtre VII, la Cléopâtre que tout le monde connaît, était une des descendantes de ce Ptolémée. Et donc, ça n'était pas du tout une égyptienne, mais une grecque, une macédonienne. D'ailleurs, Cléopâtre n'est pas du tout un nom égyptien, c'est un nom purement grec. Donc, ces diadoques vont se faire la guerre, on va connaître une période d'instabilité, et cette période d'instabilité, c'est ce qu'on va appeler la période hellénistique, donc de la mort d'Alexandre, moins 323, jusqu'à la fin de l'indépendance macédonienne, du gouvernement macédonien, en moins 167, avec la défaite du dernier roi macédonien, Persée, et la victoire de Rome qui va à ce moment-là posséder ce territoire, le morceler en différentes provinces et gouverner sur ce territoire-là. Bon, ça fait quand même plus de 150 ans sur lesquels je passe très vite parce que finalement il n'y a pas beaucoup d'éléments ni de personnages particulièrement fascinants. Et puis surtout parce qu'à ce moment-là, l'idéal grec est fini, on n'en parle plus, et puis ce n'est plus là que réside la puissance du côté de la Méditerranée. Par exemple, un royaume voisin, le royaume d'Épire, là d'où venait la mère d'Alexandre, va beaucoup mieux s'en sortir. On va être beaucoup plus influent que le royaume macédonien, par exemple. Donc voilà, la mort d'Alexandre marque, là aussi, un petit peu comme la bataille de Chéronée en moins 338, marque la fin de l'histoire grecque telle qu'on la connaît. La dépouille d'Alexandre, je vous l'ai dit, elle va résider à Alexandrie. On ne sait pas maintenant où elle est, elle a disparu depuis, mais c'est un élément important puisque ça montre une chose, c'est que, je vous parlais de Ptolémée qui allait, lui, avoir une dynastie qui allait régner très longtemps sur son territoire. Ptolémée avait montré d'emblée qu'il était le plus malin puisqu'il avait détourné le cortège funèbre d'Alexandre pour le ramener à Alexandrie pour en faire finalement la cité désignée par Alexandre lui-même, même au-delà de la mort. Et c'est une manière aussi de se désigner lui-même comme le véritable successeur d'Alexandre. Et en ça, c'est très intelligent. Voilà, dernière parenthèse là-dessus. Je vous conseille un roman cette fois-ci qui s'appelle Pour seul cortège d'un auteur français qui s'appelle Laurent Godet. Un texte actuel, un très très joli texte qui nous raconte justement ce cheminement de la dépouille d'Alexandre, de la Perse jusqu'à Alexandrie. Bref, voilà qui clôt notre séquence et voilà qui clôt toute notre partie sur l'histoire grecque, puisque à partir du moment où on a dit que le territoire macédonien est conquis, il n'y a plus d'histoire grecque, c'est l'histoire romaine, et ceux qui ont fait du latin pourront à ce moment-là faire la passerelle avec ce qu'on avait vu l'année précédente. Voilà ce qui conclut également notre vidéo, et donc je vous dis à une prochaine fois pour soit un cours sur Pronote, soit une autre vidéo.